Salam alaikum, bonjour à tous. Pour cette deuxième partie, nous allons nous intéresser aux poutres droites. Donc, on a finalisé la partie treillis 2D. Pour rappel, la matrice de rigidité élémentaire d'une poutre uniforme, elle est de cette forme-ci, où les inconnus en E, I, c'est-à-dire origine, c'est la translation verticale et la rotation θ de la section. Et en extrémité droite, donc le second nœud, c'est VJ et θJ. Les efforts appliqués, c'est-à-dire effort tranchant, moment fléchissant, c'est TIMI et TJMJ respectivement en nœud gauche et en nœud droit. Le premier exercice qui sera traité, c'est une poutre droite à une travée, donc c'est une console. Et on a un encastrement à gauche, c'est-à-dire que le déplacement vertical et la rotation du nœud 1 sont bloqués. À droite, nous avons une force qui est appliquée. Et vers le bas, on a une possibilité de déplacement vertical, donc translation transversale, on va dire, et rotation de section. L'exercice, les données d'exercice, c'est module de Young, l'inertie qui sont constants, et la longueur, elle est prise à 1 mètre pour les besoins de l'exercice. La matrice de rigidité élémentaire de la poutre, en remplaçant L par 1, du reste, on fait sortir le EI à l'extérieur de la matrice de rigidité élémentaire. En appliquant les conditions limites, donc pour ce problème, V1 égale 0, θ1 égale 0, donc on enlève les premières lignes, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, il reste un problème de taille de 2. Après résolution, donc on trouve le déplacement V2 et la rotation θ2. Et puis on déduit la réaction M1 et le moment d'enregistrement M1. Par analogie au problème traité dans les treillis 2D, on voit que le principe est le même et que c'est facile, je dirais, de reprendre d'autres calculs. L'exercice 2, c'est une poutre à 2 travées, on va dire. En fait, il y a plusieurs manières d'approcher le problème et la première méthode, on va dire, c'est de considérer qu'il y a 2 poutres. Et puis si on regarde les conditions aux extrémités, on va voir que le nœud 1 est bloqué en translation et verticale et rotation. Et ainsi, il en est de même pour le nœud 3. Si on regarde le nombre de nœuds, c'est 3. Donc la taille du problème global, c'est 6. Si on enlève les 4 degrés de liberté bloqués, on va se retrouver avec un système de 2. La longueur de chaque poutre, elle est de L sur 2. En remplaçant L dans la matrice élémentaire de la poutre par 0,5 L, on va se retrouver avec L égale à mètre, bien sûr, on va se retrouver avec cette matrice de rigidité élémentaire qui est valable pour les 2 poutres. L'assemblage de la matrice globale va donner, évidemment, comme introduit précédemment, donc un problème de taille 6,6. Les couleurs sont là pour différencier la première poutre de la deuxième. Et puis, au niveau du nœud 3, c'est la partie en vert. Et puis, si on enlève donc les lignes et les colonnes correspondant au degré de liberté bloqué, c'est-à-dire le V1 égale 0, θ égale 0, donc première et deuxième ligne et colonnes, le V3 et θ3 sont nuls, donc cinquième et sixième ligne et colonne, on va se retrouver avec un système de 2 pour lequel on va retrouver V2 et θ2. Les réactions vont être R1, M1, R2 et M2. Bien, pour ceux qui vont refaire le calcul, vous allez voir qu'au niveau de l'assemblage, 2 fois 96, ça va donner 192. Et puis, on voit bien que dans la solution pour V2, c'est l'inverse de 192. Après, le reste, c'est juste du calcul numérique, je dirais. Pour l'exercice 3, c'est un peu refaire l'exercice 2, mais en regardant un peu la symétrie. Ça veut dire que, puisqu'on sait que
au niveau d'une 2, on va se retrouver avec une rotation nulle. Si on peut remplacer par la première figure, c'est-à-dire qu'on bloque la rotation de la section, on va considérer un appui glissant verticalement, et puis on va prendre 0,5 F. Et là, on se retrouve avec une matrice de rigidité élémentaire comme indiqué auparavant, en appliquant les conditions aux limites. Donc les V1 égale 0, θ égale 0, on enlève la première ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. Avec θ2 égale à 0, on va enlever donc la quatrième ligne et la quatrième colonne. On se retrouve avec un problème de type AX égale à B et X égale B sur A, donc en l'occurrence ça va être V2. Et puis on va trouver, avec ça on va calculer la réaction R1, M1 et on calcule le moment d'encastrement, je dirais, au niveau de l'appui glissant, M2. Dans l'exercice 4, on considère deux poutres, donc la première de longueur L, la seconde de longueur L sur 2. Le premier nœud est bloqué en translation-rotation, le second en translation verticale et le troisième il est libre de mouvement. La première matrice de rigidité donc, concerne la première barre et la deuxième concerne la deuxième barre pour L sur 2. L'assemblage de la matrice de rigidité globale. Et puis on bloque la translation V1, la rotation θ1 et le déplacement vertical V2. On se retrouve avec une matrice de taille 3,3 dont les solutions sont les déplacements et rotations évidemment θ2, V3 et θ3. Les réactions sont R1, M1 et R2. L'exercice numéro 5, c'est une poutre à 3 travées. Donc la première L, la seconde 2L et la troisième L. On a un couple rotation horaire et un second couple inverse qui sont appliqués dans le nœud 2 et le nœud 3. Évidemment, on a 4 nœuds, donc ce qui est bloqué c'est V1, θ1, V2, V3, V4 et θ4. L'assemblage de la matrice globale va donner un problème de taille 8,8. Et puis, les matrices de rigidité relatives aux différentes poutres sont représentées par des couleurs. Ce qui est inverse, ce sont les nœuds communs donc, qui appartiennent à deux poutres différentes. Voilà. L'application des conditions limites, c'est-à-dire V1, θ1 et V2, ainsi que V3 et V4 et θ4, va donner une matrice à problème taille de 2, pour lequel on va trouver le degré de liberté 4 et 6, correspondant à θ2 et θ3. L'exercice numéro 5b, c'est un peu une extension des exercices d'avant, c'est-à-dire qu'on regarde un peu le système et puis on essaye de voir comment remplacer par un système plus simple à résoudre et qui donne les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'au niveau de la poutre centrale, on va créer un appui au milieu, glissant évidemment, et puis on résout. Les deux matrices de rigidité élémentaires sont identiques. Donc la matrice de rigidité globale va être de cette forme-ci. Et donc, on applique les conditions limites, donc c'est-à-dire V1, θ1, V2 et θ3. Et puis on retrouve des résultats, sauf qu'ici, on va se retrouver avec un déplacement vertical V3, qui correspond à un déplacement à mi-travée de la deuxième poutre. Exercice numéro 6, on exploite les exercices d'avant concernant la matrice de rigidité globale, sauf que là on applique un système de force.
L'exercice est ainsi posé, on applique les conditions limites, on se retrouve avec un exercice de taille 4,4. Si on exploite le fait qu'on s'attend à une rotation nulle au niveau de la centrale de la poutre, la seconde poutre, donc on refait l'exercice avec de longueur LL identique, puis on applique les conditions limites V1, θ1 et θ3. On se retrouve avec un problème de taille 3,3 inférieur, et c'est bon pour la suite, on résout. L'exercice numéro 7, les deux forces appliquées au nœud de O3 sont contraires. On résout le problème en appliquant, comme on a compris, les conditions limites, ne pose pas de problème. Et on refait l'exercice, le même exercice, en réduisant la taille du problème global. Comme le milieu de la poutre, la seconde poutre ne se déplace pas verticalement, on peut facilement le remplacer par une articulation, bloque le déplacement vertical, et puis le calcul est vite fait. C'est-à-dire qu'on doit éliminer la ligne et la colonne, évidemment, correspondant au degré de liberté numéro 5, c'est-à-dire de translation. Pour le premier nœud, c'est déjà fait, c'est des choses qu'on connaît. Là, on retrouve les mêmes résultats. Merci pour votre attention.